suis pas venu les mains vides, j'ai ressorti des fourneaux un vieux truc que j'avais écrit il y a un moment et que j'ai amélioré plus ou moins, parce que ça durait pas très très longtemps. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de Vikings, de poissons, de génocide et de Portugal. Ouais, je sais, ça fait un peu particulier, mais vous allez voir, ça va prendre tout son sens. Si je vous parle de colonialisme en Amérique du Nord, vous pensez à quelle nation européenne directement? L'Angleterre? L'Angleterre, ouais, effectivement. Tu peux m'en citer deux Les autres? Néerlandais, Les un petit Néerlandais, ouais, effectivement. La France? La France. ouais. La France, je peux vous rajouter l'Espagne et je peux vous rajouter aussi la Suède et je pense qu'on aura fait rapidement le tour. Et pourtant, il y a bien un nom qui n'est jamais mentionné. C'est celui du Portugal. Et pour cause, le royaume du Portugal ne fondera jamais réellement de colonies sur le côté nord du continent américain. Toutefois, il y a une vraie différence entre ne pas avoir de colonies et ne pas être là. Parce que bien au contraire, dès les premières années du XVIe siècle, des navigateurs portugais explorèrent les côtes du nord-est du continent, notamment celle de l'actuel Canada, et y établir une activité économique soutenue, centrée notamment sur la pêche. Je vous propose donc, à travers cette chronique, de revenir sur cette présence oubliée des Portugais en Amérique du Nord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le traité de Tordesillas du 7 juin 1494 est normalement censé limiter l'action des Portugais en Amérique. Car ce traité, je suis certain que vous le savez messieurs, partage le monde entre deux nations que sont le Portugal et l'Espagne. Plus ou moins, le Portugal a le droit au côté est comprenant l'Afrique et l'Asie, et l'Espagne a le droit au côté ouest. Je vous simplifie parce que il y a un bout de l'Amérique du Sud que les Portugais ont le droit d'avoir. C'est quel bout du coup? C'est le Brésil. Exactement, tout à fait, c'est le Brésil. Toutefois, ce partage ne va pas empêcher les deux royaumes de ne absolument pas respecter les termes de leur traité, bien évidemment. Ainsi, dès la toute fin du XVe siècle, des marins portugais sillonnent l'Atlantique à la recherche de nouvelles routes commerciales. C'est dans ce contexte que le navigateur Gaspar Corte Real, au service du roi Manuel Ier, entreprend plusieurs expéditions vers les terres de l'Ouest. En 1500, il atteint ce qu'on pense être le Labrador ou Terre-Neuve, une région alors inconnue des Européens. D'ailleurs, fait intéressant, le Labrador est nommé en l'honneur de Joao Fernandes Lavrador, un navigateur portugais, qui est d'ailleurs l'une des personnes qui a cartographié le Labrador. Lors d'une seconde expédition en 1501, Corte Real capture un groupe d'autochtones, probablement des Beothuk, des natifs de Terre-Neuve, et va les ramener au Portugal pour... Alors, on va faire un petit quiz. Pour A, commercer avec eux, pour B, leur faire vivre une vie d'aventure, ou C, les vendre comme esclaves. Oh, la vie d'aventure, sans hésiter une seconde. C'est vraiment... Et on perdu, vendre comme esclaves. Ah, zut. Plus J'étais pas alors, loin hein. pourtant. Oh là là, bah merde. Et du coup, d'ailleurs, c'est que le début des emmerdes pour les Beothuk, puisque la colonisation s'est chargée de les éradiquer complètement. Ils étaient plus de 10 000 avant la conquête, puis dès le 18e, ils passent à 500, pour arriver à 14 en 1823, puis 0 en 1829. Donc voilà, on va peut-être faire un petit passage sur les Beothuk, histoire que on puisse leur faire un petit peu honneur. Alors un Beothuk, c'est quoi? C'est un peuple de natifs américains, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, que je traduirai simplement par chasseurs-collecteurs, puisque c'est effectivement plus simple. C'est comme ça, par exemple, qu'on catégorise les populations du Paléolithique supérieur. Ils passaient donc leurs étés à la pêche le long de la côte et leurs hivers à la chasse à l'intérieur des terres. En automne, ils installaient des barrières pour diriger les caribous en migration vers les chasseurs qui les attendaient. Ils conservaient toute la nourriture en surplus pour l'hiver. Les oiseaux et petits animaux étaient piégés ou chassés au moyen d'arcs. Les plus grands animaux étaient chassés à la lance, tandis que les phoques et parfois même les baleines étaient chassés au harpon. Des mollusques, des racines, la partie inférieure de certaines écorces, les œufs complétant alors leur régime alimentaire. La viande était souvent mangée, bouillie ou rôtie. L'analyse d'ailleurs de dents de deux individus qui ont été retrouvés, qu'on appelle Nonosabazut et Demasduit, a montré qu'ils avaient durant leur vie consommé une grande part de poissons d'eau douce, mais aussi de poissons d'eau salée. Et du coup, ça montre bien qu'ils ont quand même plutôt une alimentation qui est tournée autour de la pêche. Ces analyses ont d'ailleurs également aussi permis de démontrer qu'ils avaient tendance à boire plutôt de l'eau de lac plutôt que de l'eau de fleuve.
Voilà, alors je sais pas trop ce que ça dit, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Les Beothuk font du feu en utilisant la technique de la percussion, donc à savoir frapper un silex contre de la pyrite, et ils utilisaient des plats, des casseroles, des paniers et des seaux qui étaient faits souvent en peau ou alors en bois. Les tendons d'animaux et les racines servaient de ficelles et de lacets. Les Beothuk pouvaient parfois partir en expédition jusqu'à l'île Funk, qui est une île dans l'Atlantique, en raison d'importantes colonies d'oiseaux marins, et rapportaient du coup des œufs qu'ils allaient faire bouillir pour assurer leur conservation. Ils avaient aussi tendance en hiver à surgeler la viande en les entretenant dans des contenants qui étaient déposés dans des bancs de neige, voire même encore dans des puits. Les Beothuk ne pratiquent pas la domestication, bien qu'en 1819, un observateur notera la présence quand même de chiens dans un campement. Mais bon, en 1819, on est quand même assez longtemps après l'arrivée des Européens en Amérique. Alors, durant l'été, les Beothuk vont résider dans des wigwams coniques, souvent regroupés par 2 ou 3. Les parois étaient faites de plusieurs couches soutenues par des poteaux à l'intérieur et à l'extérieur. Un trou au sommet permettait à la fumée du foyer de s'échapper. La nourriture séchée était probablement entreposée sur de hautes plateformes. L'entrée était fermée par une peau de caribou. Les lits étaient placés dans des fosses creusées dans le sol, une pratique qui était propre aux Beothuk. Les wigwams d'hiver, que l'on appelle aussi des mamatiques, étaient de forme octogonale couverts de terre pour en améliorer l'isolation. Ces wigwams étaient plus grands et pour le coup pouvaient abriter jusqu'à 15 personnes. Pour ce qui est des entrepôts de nourriture, ils avaient soit des toits coniques, soit des toits rigides. Leurs parois étaient isolées, aussi avec des pots de caribou. Un foyer était aménagé au centre de l'édifice et un trou percé dans le toit permettait l'évacuation de la fumée. Des puits d'entreposage étaient creusés dans le sol et revêtus de différentes peaux. Les échafauds pour sécher le saumon et entreposer les os de caribou conservés pour leur moelle et des supports pour canaux complétaient ces différentes installations. Ils avaient aussi également des huttes à sudation qui étaient aménagées dans des constructions hémisphériques couvertes de peau, où l'eau versée sur des pierres chaudes fournissait la vapeur. Les maladies étaient donc traitées dans ce genre de huttes, accompagnées de différentes incantations. Pour se protéger des moustiques, les Beothuk enduisaient leur corps et leur chevelure d'ocre rouge, pilée, mélangée avec de l'huile ou de la graisse. C'est en raison de l'usage intensif de cet ocre rouge, qui finissait par teinter jusqu'à leurs vêtements et leurs armes, que les Européens nommèrent les Beothuk les peaux rouges. Et oui, en fait, ça vient de là. Le principal vêtement utilisé autant par les hommes que par les femmes consistait en un manteau sans manches de forme carrée, fait de 2 peaux de caribou cousues et parfois avec des franges auxquelles on pouvait y ajouter un grand col. Ce vêtement permettait aux femmes d'emporter facilement un bébé attaché dans le dos ou aux hommes de libérer un bras pour tirer à l'arc. Les Beothuk portaient aussi des mocassins, des manches, des pantalons, des chapeaux, des mitaines et parfois des ceintures. Ces accessoires en cuir étaient portés avec la fourrure à l'intérieur et huilés à l'extérieur afin d'en assurer une plus grande isolation. Des plumes étaient également parfois placées dans les cheveux. De nombreux ornements sculptés en os étaient aussi portés. Les femmes Beothuk aimaient les couleurs vives et les étoffes fines, mais portaient leur manteau par-dessus des vêtements d'occidentaux, en tout cas sur la fin. À partir du moment où les Européens arrivent, les Beothuk vont se mettre à utiliser une partie de la technologie de ces derniers, mais toutefois, ils n'utiliseront jamais d'armes à feu. Leurs armes restent des javelots, des haches, des couteaux, des arcs, des gourdins, à la fois utilisés pour la chasse comme pour la guerre. Les lames et les pointes étaient généralement faites en pierre, principalement du silex, ou en os, mais les pointes de certaines flèches étaient en bois. Les arcs étaient faits en frêne ou en sapin et mesuraient 1,5 m de long. Les flèches étaient fabriquées en pin et avaient des empennages et étaient transportées dans un carquois. Des alènes de bois pouvaient aussi remplacer les flèches. Les harpons de 3,7 m de long avec des pointes en os puis par la suite en fer étaient utilisés pour la chasse aux phoques, ou comme on l'a vu, pour la baleine. Les couvertures étaient fabriquées en peau animale, les bois des orignaux servaient aussi à fabriquer des peignes, tandis que les boucles d'oreilles, elles, étaient fabriquées en os. Comme ils ne pratiquent pas la domestication, les Beothuk se déplaçaient généralement à pied et utilisaient des raquettes et des traîneaux durant l'hiver. Les carcasses des animaux étaient conservées dans de grands emballages et des radeaux étaient aussi conservés à la rivière. La plupart des voyages sur l'eau nécessitaient l'usage donc de canots. Le portage permettait de relier les différents cours d'eau, mais des canaux étaient entreposés sur les trajets les plus fréquentés. Enfin, comme un espèce de pont, finalement. Les canots, fabriqués d'écorce de bouleau, faisaient au moins 6 mètres de long. La proue et la poupe sont relevées et arrondies pour mieux résister aux vagues, alors que le bordé s'élève au milieu du bateau pour former une pointe.
Munis d'une quille et d'un ballast, ils pouvaient être utilisés pour se déplacer en haute mer. Les Beothuk n'hésitaient pas en fait à se rendre aussi loin que sur l'île Funk, comme on l'a vu, ou à traverser le détroit de Belle-Île. Certains auteurs rapportent que des voiles étaient parfois installés, mais il se peut que cet usage ait été adopté depuis l'arrivée des Européens. Pour ce qui est de leur mythologie, les Beothuk croyaient en l'existence d'un grand esprit et en la vie après la mort. On a plusieurs figurines et des bâtons sculptés en bois qui sont considérés comme des représentations d'esprits et de différents concepts mythologiques. Selon leur légende, les Beothuk seraient apparus lorsqu'ils auraient bondi d'une ou de plusieurs flèches plantées dans le sol. Les morts étaient respectés. Ils étaient enroulés dans ce qu'on appelle du mâché-couille, à savoir de l'écorce de bouleau, et enterrés souvent dans un endroit particulier sur la côte. Le mâché-couille, d'ailleurs, avait tendance à parfois remplacer les peaux des caribous. Vous pouvez à la fois avoir des wigwams en mâché-couille, tout comme en peau. Les hommes étaient enterrés avec leurs armes et d'autres objets personnels, les femmes portant simplement leurs vêtements. Des figurines représentant probablement le défunt étaient aussi enterrées. Les Beothuk croyaient pouvoir communiquer avec les morts. À la mort de son épouse, le survivant allait devoir se laver rituellement parlant. Pour ce qui est de la langue, les Beothuk parlent ce qu'on appelle le Beothukkan. Et la dernière personne parlant le Beothukkan s'est éteint en 1829, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus personne qui parle cette langue aujourd'hui. En plus, il existe peu de témoignages écrits et les liens linguistiques avec les langues algonquiennes voisines ne sont pas vraiment fondés ni présentes. Le Beothuk n'est connu que par 3 listes de mots qui ont été écrites au XVIIIe et XIXe siècle, collectées d'ailleurs entre 1791 et 1828, soit quelques 325 mots mais sans syntaxe. Le peu de sources ne permet pas d'établir un corpus sûr et la présence européenne française, notamment les Basques et les Bretons, ainsi que britanniques, a pu jouer un rôle dans, on va dire, le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de sources. La dernière chose qu'on a en langue Beothuk, c'est un enregistrement d'un certain Satu Tone qui chante une chanson à la radio en 1929. C'est une chanson qu'il a appris de son père, qui lui-même l'avait appris de son père, qui lui-même l'avait appris de son père, alors qu'eux-mêmes ne sont pas Beothuk. Cette chanson sera reprise par la radio canadienne le 13 septembre 2000 et c'est aujourd'hui une chanson de ralliement qui sert au peuple de natifs encore présents au Canada. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais la société Beothuk est quand même patriarcale, malgré le fait que beaucoup de places soient présentes pour les femmes. On n'a pas vraiment de division genrée des tâches, à part pour la chasse qui est la seule activité qui est considérée comme exclusivement masculine. Pour ce qui est des mariages, c'est complètement monogame, et on a quelques sources qui nous rapportent qu'ils étaient célébrés pendant plus de 24 heures. Politiquement parlant, les Beothuk ont un chef unique, voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour eux, le vol est un crime et que tous les crimes, quels qu'ils soient, sont sévèrement punis. Par exemple, les coupables d'adultère étaient carrément brûlés vifs. Voilà. Dernier fait intéressant sur ce peuple, avant qu'on retourne à notre sujet principal, c'est que ce sont probablement des Beothuk que les Vikings auraient rencontrés lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, au Vinland. Donc un peuple dont on sait finalement pas mal de choses malgré le fait qu'il ait totalement disparu aujourd'hui.
Alors bien évidemment, juridiquement parlant, on ne peut pas parler de génocide Beothuk puisqu'il n'y avait pas de volonté de la part d'un État de supprimer un peuple. Toutefois, on est quand même face à une disparition à la fois génétique puisqu'il y a très très peu de traces génétiques de Beothuk dans les peuples natifs aujourd'hui et d'une disparition complètement culturelle. Donc on pourrait ici parler de génocide non intentionnel, mais on a quand même tout un peuple qui a complètement disparu à peine 3 siècles après sa découverte par les Occidentaux. Retour du coup à Corte Real. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le mec qui a découvert le Labrador. Et il va finir par disparaître en mer parce que oui, apparemment il y a quand même du karma pour les gens qui vendent des gens en esclaves. Et son frère Miguel va partir à sa recherche l'année suivante et lui aussi il disparaîtra complètement en mer. Ces 2 épisodes marquent les débuts d'un intérêt quand même portugais pour la région. Car peu de temps après, le navigateur Joao Álvares Fagundes organise une série de voyages vers les îles de l'Atlantique Nord. Il aurait même tenté de fonder une petite colonie sur l'île de Sable et à Saint-Pierre et Miquelon. Les sources sont assez floues sur le sort de cette tentative. Il est possible qu'elle ait échoué très rapidement, probablement en raison de l'hostilité croissante des natifs à l'égard des Portugais, qui se souvenaient toujours qu'ils avaient quand même été emportés très très loin pour être vendus en esclavage. Et oui, parce que contrairement aux premières colonies françaises, suédoises ou néerlandaises, les Portugais ont une manière de faire, entre guillemets, à l'espagnol. Mais que contrairement aux Espagnols, ils sont beaucoup trop peu nombreux pour réussir à maintenir une hégémonie tyrannique sur place. Donc forcément, les gens se défendent. Ce qui fait que plusieurs facteurs vont expliquer l'absence de colonies portugaises durables en Amérique du Nord. Le premier facteur, comme on l'a vu, c'est le traité de Tordesillas de 1494, qui divise le monde entre les Espagnols et les Portugais. Donc techniquement parlant, légalement parlant, les Portugais n'ont pas le droit de s'installer en Amérique du Nord. Ensuite, il y a le climat rigoureux du Canada atlantique, qui rend une implantation permanente difficile. Ça, les Français peuvent bien en témoigner. On a parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais si les colonies françaises du Nord n'ont pas été, on va dire, semblables à celles des Britanniques, c'est en partie justement dû au climat du Canada. Le point numéro 3, c'est que les autochtones étaient perçus comme hostiles par les Portugais, puisque les Portugais se faisaient souvent taper dessus par les peuples natifs. Ce qui est assez ironique, parce que s'ils étaient hostiles, c'est parce que justement c'était des réponses vis-à-vis des violences perpétrées par les Portugais eux-mêmes sur les natifs. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et enfin, le dernier point, c'est que la priorité du Portugal était ailleurs, en Afrique, en Asie, et surtout au Brésil, beaucoup plus riche en ressources et plus propice à l'agriculture. En somme, l'Amérique du Nord ne représentait ni une priorité politique, ni une opportunité stratégique suffisante pour que le Portugal y investisse à long terme. Toutefois, si les Portugais ne se sont pas implantés durablement, ils ont cependant entretenu une présence économique régulière, en particulier autour des grands bancs de Terre-Neuve, une des zones de pêche les plus riches du monde. Les Portugais appelaient même d'ailleurs Terre-Neuve Terra Nova dos Bacaros, en portugais, qui signifie nouvelle terre des morues. Des flottes de pêcheurs portugais, souvent originaires des Açores, venaient chaque été y capturer de la morue qu'ils salaient et séchaient sur les côtes avant de repartir en Europe. Cette pêche saisonnière, très lucrative, a duré plusieurs siècles et impliqué des installations temporaires sur le littoral nord-américain. Les Portugais n'étaient pas seuls dans cette entreprise, on avait aussi des navires basques, bretons, normands qui y participaient également. Mais les Portugais furent parmi les tout premiers à tirer profit de ces ressources. Et c'est ça qui va entraîner justement aussi la disparition de nos amis les Beothuk. Parce qu'en fait, sur leur territoire, du fait de la présence de la morue, il va y avoir de plus en plus de comptoirs européens qui vont s'ouvrir, qui vont petit à petit prendre leurs ressources, les forcer à retourner dans l'intérieur des terres, donc à changer leur habitude culturelle, et petit à petit à simplement devoir s'adapter ou disparaître. Et c'est ce qui leur est malheureusement arrivé. Et là, à ce point de ma chronique, vous pouvez vous poser une question. Pourquoi les gens ils veulent manger de la morue ? Enfin, moi personnellement, c'est une question que je me pose tous les jours parce que je déteste le poisson. Mais franchement, pourquoi la morue, quoi ? Alors, sachez que ça date du Moyen-Âge. Et là, on revient en arrière, on est à l'ère des Vikings. Et les Vikings, du coup, ce sont de grands navigateurs, comme vous le savez, ils commercent déjà avec les Beothuk dans le Vinland, et surtout, ce qu'ils ont envie, c'est de s'accaparer les richesses du Portugal. Alors après plusieurs tentatives de raid du côté de la côte atlantique ibérique, les Vikings vont se dire que finalement, ça serait quand même vachement plus cool de commercer avec eux. Alors, ils arrivent à trouver une idée pour pouvoir s'accaparer les richesses de la côte atlantique ibérique. Cette richesse, c'est de l'or blanc, c'est du sel. Alors, ils introduisent la morue auprès de la population portugaise.
Et là, ça fait un gros boom. Tout le monde surkiffe la morue. Je sais pas pourquoi. Et il commence à y avoir du coup un commerce entre les Vikings qui prennent le sel et qui donnent la morue, etc., etc. Donc, tout le monde adore la morue, surtout les bourgeois, surtout les nobles, pardon, lapsus révélateur. Et il y a tellement de pognon à se faire que l'objectif va être de dominer le marché. Ainsi, au XVe siècle, les Portugais commencent en fait à faire des explorations vers le nord pour trouver des sources de morue, pour se faire de la thune. Et oui, c'est ça, la bouffe, l'argent, voilà ce qui motive les gens à partir vers d'autres terres. Des terres bourrées de morue et donc de fric. Des terres qui vont devenir une plaque tournante d'un commerce fructueux qui va spoiler petit à petit les terres des natifs et qui finira même d'ailleurs par entraîner la destruction de la morue de l'Atlantique qui aujourd'hui est devenue en fait une espèce vulnérable. Comme quoi, pas sûr que les Vikings auraient deviné qu'en allant chercher du sel au Portugal, ils entraîneraient un génocide et la disparition d'une espèce maritime de l'un des plus gros océans du monde. Et c'est la fin de cette chronique. Mais bon, je pensais pas qu'un jour on ferait Ouais, un lien entre la morue, les Vikings et le Portugal. Tu vois, comme quoi tout est possible sur cette chaîne, Léopold. C'est ça qui est fou. Et je savais pas du tout que l'expression peau rouge venait des Et bah, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Je pense que c'est une des explications à mon avis, hein, mais je trouve ça quand même très intéressant, malgré tout. Ouais. Bah, merci de m'avoir écouté en tout cas, messieurs. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.